Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, mag spécial Amnesty International. Aujourd'hui, l'ONG a donné une conférence de presse le 28 mars dernier portant sur la publication de son rapport annuel, l'année 2021 en l'occurrence, conséquences post-Covid-19, multiplication des conflits notamment avec la guerre en Ukraine. Le rapport est assez chargé, un conflit en Ukraine justement que les équipes d'Amnesty International avaient vu venir, même s'ils ne s'attendaient pas à autant. On écoute tout de suite Marie Strotter, directrice du programme d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Nous, avec mes équipes, on était sur les nerfs depuis le début du mois de décembre de l'année passée, parce que là, on s'attendait à une invasion potentielle, et avec toutes les informations depuis les services secrets, vous avez remarqué, américains, mais on ne croyait pas qu'on pouvait passer à cela en 2021. Ces techniques médiévales de siège. Le targeting délibéré des civils, on ne croyait pas que c'était possible, quoi. Même si on l'a vu depuis la Syrie, depuis la Tchétchénie, mais on ne voulait pas que ça se passe en plein cœur de l'Europe, quoi. On voyait les actions conjointes de plus en plus sérieuses entre le gouvernement de Loukachenko et le président Poutine. Mais là, vous voyez, en 2021, il y avait tout le drame Covid. Ensuite, il y avait le drame avec Raman Protasevich, un drame que j'ai décrit comme hollywoodien. Et ensuite, l'instrumentalisation très sévère des migrants en Biélorussie. Oui, peut-être avec un peu de recul, on aurait pu prédire cette guerre, mais tout de même, une guerre à une telle échelle en 2022, moi je suis toujours en choc. Je ne sais pas si vous l'êtes aussi, mais je suis encore. Alors évidemment, ce rapport d'Amnesty International s'appuie sur des enquêtes, sur un travail de documentation fait sur place par leurs équipes, ce qui a permis de mettre en lumière la façon d'opérer de la Russie qui utiliserait les mêmes moyens qu'en Syrie ou en Tchétchénie. Explication tout de suite de Cécile Coudriou, la présidente d'Amnesty International France. Et c'est bien là le problème, c'est qu'en fait ce qui se passe actuellement en Ukraine, eh bien, les graines avaient déjà été semées en Tchétchénie, mais aussi dans un conflit international comme la Syrie, où la Russie avait déjà joué ce rôle. Alors nous avons une équipe formidable qu'on appelle Crisis Evidence Lab en anglais, donc c'est une équipe comme un laboratoire qui utilise des moyens numériques pour, en réactivité aux crises, pouvoir prouver qu'il y a eu par exemple des frappes aériennes qui sont tout à fait illégales parce qu'elles ne pouvaient pas permettre de discriminer des civils des militaires. Donc là nous avons de manière très précise documenté plusieurs fois soit qu'on avait ciblé des lieux où fatalement ça allait justement faire des victimes civiles, soit pire encore, des armes interdites par le droit international ont été utilisées, comme ce qu'on appelle des bombes à sous-munitions. Donc là, c'est absolument nécessaire de pouvoir le prouver, que ce soit en ayant des photos de fragments de la bombe, des photos de ce qui a pu se passer sur le terrain, mais aussi en recroisant cela avec des témoignages de personnes qui étaient sur le terrain, de façon à avoir vraiment un dossier extrêmement béton, si vous me permettez l'expression. Et ensuite, le plus difficile encore reste à faire, c'est-à-dire d'établir la chaîne de responsabilité, qui a donné l'ordre et comment peut-on être certain que tel jour c'était telle personne qui était responsable, qui a donné l'ordre d'une telle frappe aérienne, par exemple. Ce que l'organisation met en évidence dans son rapport, c'est l'impact de ce conflit sur les civils ukrainiens. Un crime de guerre pour Cécile Coudriou qui considère qu'il est indispensable que les Nations Unies se renforcent pour exercer une pression internationale suffisante sur la Russie, ce qui permettrait au peuple ukrainien de se reconstruire. Et on voit cette dérive de vraiment plus du tout distinguer les civils et les militaires et de cibler non seulement en dommage collatéral, mais pire encore en les ciblant parfois des civils. Ça peut être sur des marchés, ça peut être des écoles, même une école maternelle ou une maternité. Donc il n'y a plus de limite et c'est pourquoi il est vraiment temps de renforcer les outils dont nous disposons. Aujourd'hui, les Nations Unies sont trop affaiblies. Il faut véritablement qu'il y ait un sursaut pour reconstruire en fait ce système multilatéral, car c'est notre seule possibilité. Des ONG comme la nôtre, Amnesty International, nous allons bien sûr documenter des violations, faire des recommandations, mais s'il n'y a pas suffisamment de pression internationale ensuite, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, il y a des instruments bien sûr contre l'impunité comme la Cour pénale internationale ou encore la compétence universelle que tout État qui a signé et ratifié le statut de Rome et donc reconnu la Cour pénale internationale peut faire jouer. Et il y a des bonnes nouvelles, il faut se rappeler que ça peut marcher. Par exemple, nous avons vu récemment à Koblenz en Allemagne qu'un tortionnaire syrien avait été traduit en justice et condamné. Nous venons de voir aussi que l'Allemagne et l'Espagne ont ouvert une enquête par rapport à l'Ukraine. Nous-mêmes, nous sommes en train de rassembler beaucoup de preuves en espérant qu'un jour, justement, il y aura
des procès. Alors peut-être pas Poutine lui-même, on ne va pas se mentir, ça va être compliqué d'aller l'arrêter. Nous-mêmes n'avons pas le pouvoir de le faire et la Cour pénale internationale non plus. Il n'en reste pas moins qu'il y a toute une chaîne de commandement. Il y a des personnes dont on pourra, nous l'espérons, établir la responsabilité, car les peuples, ensuite, pour se reconstruire, que ce soit en Afrique, que ce soit au Myanmar ou que ce soit en Syrie ou encore en Ukraine, les peuples ont besoin ensuite de pouvoir se reconstruire et de retrouver la paix lorsque la justice a été faite. Ce qui se passe aussi dans ce conflit, c'est une guerre de propagande, ce qui entraîne la fermeture de nombreux médias et sites russes. Récemment, le magazine du prix Nobel de la paix 2021, Dmitri Muratov, s'est vu être suspendu par le Kremlin. Même sanction pour le site d'Amnesty International en langue russe. Précision de Marie Struthers, directrice du programme d'Europe de l'Est. C'est un choc total que quelqu'un qui a été reconnu comme lauréat du prix Nobel doit cesser ses fonctions. Ça démontre la répression en cours aujourd'hui en Russie qui dépasse presque la répression soviétique. Et là, je répète encore, je crois que c'est notre responsabilité, vous les journalistes et nous comme organisation de droits de l'homme, de fournir le plus possible, de soutenir le peuple russe en sa quête d'informations objectives. Notre site en langue russe a été bloqué ces derniers jours. Pourquoi? Parce que nous, on a pris une décision comme mouvement. Vous savez qu'on représente un mouvement global d'au-delà de 10 millions membres. On a pris la décision d'appeler cette invasion un crime d'agression. Et donc, il fallait qu'on utilise les termes guerre, invasion. Et c'est pour ça que notre site a été bloqué. Donc, on considère qu'une de nos responsabilités principales est de fournir le plus qu'on peut des informations objectives et impartiales en Russie vers le peuple russe. Cette guerre en Europe de l'Est met en évidence une chose, les droits humains et la paix ne sont jamais acquis. Nous nous en rendons compte visiblement lorsqu'un conflit comme celui-ci se passe chez nos voisins, des droits de l'homme qui sont justement au centre des priorités européennes. Oui, je crois que les droits de l'homme sont en plein centre de l'agenda, si vous voulez, politique européen. Et si les Européens en premier lieu, mais ce n'est pas qu'un conflit, qu'un problème européen, c'est un problème vraiment, vraiment global. En quel sens? En ce sens que ça touche toute cette institution multilatérale qui doit protéger les droits humains pour eux. Ça touche à la circulation d'énergie, de gaz, pétrole, etc., etc. Ça touche à la distribution de la nourriture. J'ai entendu la semaine passée que le Soudan dépend à 90% sur l'Ukraine et la Russie pour ses graines, blé, etc. Donc, non seulement ça devrait être sur le top, au top de l'agenda européen, mais ça devrait être pas seulement vers le top de l'agenda global aussi. Ce que soulève également Amnesty International dans leur rapport, c'est l'implication indirecte de la France dans certains conflits, par la vente d'armements, notamment à l'Arabie Saoudite qui mène une guerre au Yémen, ciblant majoritairement des civils, un acte qui n'irait pas dans le sens du traité sur le commerce des armes que la France a signé en 2013, un acte plein d'ironie pour Cécile Coudriou. Alors, la France, quelle ironie, a été parmi les pays vraiment pionniers dans la défense de l'adoption de ce traité sur le commerce des armes. Et donc l'une des règles d'or de ce traité, c'est que dès lors qu'un État sait qu'il y a soit des violations, soit des risques majeurs que des violations dramatiques des droits humains sont commises, on doit cesser les transferts d'armement. Quand on dit armement, c'est au sens très large. Ça comprend aussi des bateaux. Par exemple, un blocus qui provoque la famine au Yémen, c'est à cause aussi de bateaux. Ça peut être ce qu'on appelle des pods, des systèmes de guidage sur un avion qui permettra de cibler malheureusement une école ou un hôpital. Et donc, toutes ces choses-là devraient être interdites. Elles sont interdites par le traité sur le commerce des armes. Et les États qui l'ont signé, comme la France, continuent tranquillement, dans, je dirais pas l'indifférence générale, parce qu'aujourd'hui on a réussi heureusement à éveiller un petit peu plus la conscience des Français à cet enjeu-là. Et donc ils continuent à vendre des armes à l'Arabie Saoudite, alors qu'elle conduit, avec notamment les Émirats Arabes Unis, un autre client de la France, elle continue à conduire une guerre au Yémen qui cible avant tout les civils. Mais on ne peut pas toujours invoquer le secret défense. Et heureusement que les médias existent et qui parfois décident de bafouer cette règle finalement de secret défense. Je pense notamment à Disclose, qui a confirmé ce que nous avions déjà dit, mais qui avait des preuves, parce qu'ils ont utilisé des documents classés secret défense, pour prouver que la France finalement mentait. Enfin, l'État français mentait en disant qu'il ne provoquait pas, ou qu'il ne risquait pas en tout cas de provoquer des violations terribles des droits humains, notamment sur le théâtre de la guerre au Yémen, alors qu'au contraire, nous avons pu le prouver.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce rapport en vous rendant sur le site internet amnesty.fr et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site internet, application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.